Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo légère, une vidéo de début d'année sur mon top 10 des moments de l'année 2024 qui m'ont le plus marqué. Il y a de la piste, il y a de la course sur route, il y a même un peu de trail, il y a des moments de joie, il y a des moments de pure tristesse aussi, vous allez voir il y a un peu de tout. Et d'ailleurs avant que certains d'entre vous quittent la vidéo, je vous propose de me donner dans les commentaires votre soit top 10 si vous n'avez pas la flemme, et si vous avez la flemme, le moment qui vous a le plus marqué en 2024 en course à pied. Alors moi je vais commencer avec mon 10e moment et on va arriver vers les moments qui m'ont le plus marqué en fin de vidéo, comme ça on se garde les gros morceaux pour la fin. En 10e position, il y a la victoire de Vincent Boullard à l'UTMB. Vincent, pour ceux qui connaissent pas, il est originaire d'Annecy et c'est un ingénieur produit chez Oka, et en fait ce qui est fou c'est qu'il a créé une énorme surprise en remportant l'UTMB parce qu'il n'était pas du tout considéré comme un favori au départ. Déjà le mec il bosse à temps plein chez Oka, ce qui est complètement fou, ça veut dire qu'il a battu plein de gars qui sont à temps plein sur la course, et le plus drôle c'est qu'il a contribué au développement de la chaussure qu'il a utilisée pour la course, la Tecton X 2.5. La stratégie de course de Vincent pour gagner l'UTMB était plutôt simple, il est parti dans le top 10 et progressivement il a grimpé au classement comme ça, et je crois que c'est à peu près vers Courmayeur qu'il a pris la tête de la course et finalement il est resté premier tout le long. Ce que peu de gens savent par contre, c'est qu'il a failli être pénalisé. Pourquoi? Parce que il y a un règlement à l'UTMB et il faut porter une certaine quantité d'eau, 2 litres en l'occurrence, répartis dans plusieurs flasques, et sur le dernier point de contrôle, quand Vincent a été contrôlé à La Flégère, il avait que 1,5 litres d'eau. Coup de chance, il a remédié la situation en mettant de l'eau dans un sac Ziploc, et du coup les commissaires de course ont dit que c'était ok et il a pas eu la pénalité, sachant que pour ce type d'infraction, de ce que j'ai vu sur le site, ça peut aller jusqu'à 1 heure de pénalité. À la 9e place du classement, c'est le doublé historique de Morad Amdouni et de Méline Rollin, record de France à la même course à Séville le 18 février 2024. Alors si ça m'a autant marqué, c'est déjà parce que j'y étais, j'ai vu Morad arriver, j'ai vu Méline arriver, et les deux ont tapé record de France, et en plus de ça, c'était leur dernière chance de qualification pour les Jeux Olympiques, et ni Morad ni Méline n'étaient assurés à ce moment-là d'aller au JO. Faut savoir que Morad, il était déjà détenteur du record de France de marathon en 2h05 et 22 secondes. Là, il a littéralement explosé en 2h03,47. Il a même failli battre le record d'Europe. Et Méline, c'est une jeune coureuse de 25 ans à l'époque et elle a réalisé quand même 2h24,12. Du coup, elle a battu le record de Christelle Donnet qui tenait depuis plus de 10 ans, qui était en 2h24,22. Donc, elle l'a vraiment battu d'un poil de cheveux. Et du coup, Manon Trapp n'a pas pu aller au JO à cause de cette performance de Méline. À la 8e place du classement, ce qui m'a vraiment marqué, c'est l'année de Nadia Batocletti. Alors, si vous avez jamais entendu parler de cette coureuse, sachez que c'est à peu près certain que vous allez en entendre parler de plus en plus au fil des années. Pourquoi? Parce que Nadia, c'est juste une coureuse incroyable, championne d'Europe sur 5000, sur 10 000, sur cross, médaille d'argent aux Jeux de Paris sur 10 000 mètres. Bref, son année entière est incroyable, mais s'il y a une course qu'il faut retenir, c'est sa 2e place donc au JO sur 10 000 mètres. Pourquoi c'est incroyable? Parce que la densité de coureuses était complètement folle, c'est pratiquement que des Éthiopiennes, des Kenyanes ou Sifan Hassan qui étaient dans le dernier tour avec Nadia, sachant que Nadia elle a seulement 24 ans, et en Italie, Nadia elle est tellement forte qu'elle est surnommée la reine du cross, ou je devrais dire la Regina del Cross, j'ai jamais parlé italien, je suis désolé. Et du coup Nadia elle est aussi devenue la première femme à remporter le titre de championne d'Europe de cross dans les 3 catégories d'âge, c'est-à-dire chez les juniors, chez les espoirs et chez les seniors. Elle a aussi les records nationaux du 5000, du 5 km, du 10 000, du 3000, du 2 miles. Et fun fact sur Nadia, ses parents étaient ultra forts en course à pied. Son père Giuliano Batocletti, il a couru 13,20 au 5000 ou 27,45 au 10 000, et sa mère Jahara était une spécialiste du 800 mètres et elle a couru 2,01 à l'époque. Alors là clairement on peut dire qu'elle doit avoir une génétique exceptionnelle. À la 7e place du classement, c'est Sifan Hassan qui a remporté 3 médailles aux Jeux de Paris. Alors elle l'avait déjà fait au Tokyo, mais ça reste quand même exceptionnel. Sifan Hassan elle a participé aux 5000 mètres, aux 10 000 mètres et au marathon lors des Jeux de Paris. Elle a obtenu 2 médailles de bronze, une au 5000, une au 10 000 et une médaille d'or au marathon lors d'un finish incroyable, je sais pas si vous en souvenez, contre Acefa. Et en plus elle fait record olympique en 2h22,55, donc rien ne l'arrête. Rappelez-vous qu'à Tokyo elle avait aussi fait 3 médailles, elle avait fait une bronze sur 1500 et elle avait fait 2 heures, une en 5000, une en 10 000. Qu'on l'aime ou pas Sifan, faut quand même avouer qu'elle a une polyvalence qui est assez incroyable. Elle a aussi un mental qui est un peu au-dessus de tout le monde, on va pas se mentir. Et surtout, faut le dire, c'est un beau modèle pour les jeunes, surtout pour les jeunes femmes, parce que elle est d'origine éthiopienne, elle a immigré, elle a pas eu une vie facile et elle prouve qu'avec beaucoup de détermination et un certain talent, on peut arriver au plus haut résultat, et ça c'est quand même top. À la 6e place du classement, c'est la course légendaire d'Alice Finot en finale des Jeux de Paris sur le 3000 mètres steeple. Je suis sûr que tout le monde s'en souvient, tellement les émotions étaient intenses. Donc je le rappelle pour ceux qui ont oublié, lors de la finale de 3000 mètres steeple, Alice elle finit 4e, mais surtout elle finit super fort, elle rattrape plusieurs concurrentes. On se demande même à un moment si elle va pas finir 3e de la course. En plus elle fait 8,58, record de France.
On a fait une vidéo sur cette course, c'est vraiment une course légendaire. Et ce que j'aime avec Alice, c'est que c'est une athlète qui laisse rien au hasard. Et même si certains critiquaient sa course, comme quoi elle aurait peut-être pu faire 3e et tout, bah moi je pense qu'elle a eu la meilleure gestion de course possible. C'est vraiment un exemple de gestion de l'effort en fait. D'ailleurs, si vous connaissez pas Alice, on a fait un podcast avec elle, athlète remarquable, je vous le conseille. 5e au classement, c'est le record du monde de 5 km qui vient de tomber à l'instant, donc le 31 décembre à Barcelone. J'y étais, j'ai fait le 10 km. Et ben il y a eu le record sur route de 5 km qui a été mais alors fracassé par Béatrice Chebet. Alors Béatrice Chebet, grande athlète, on entend tout le temps parler, elle a eu plein de médailles, elle a fait plein de records, mais là son 13,54 à Barcelone, c'est vraiment incroyable parce qu'elle bat son ancien record de 19 secondes. Et à ce niveau-là, 19 secondes, c'est juste colossal. Ce qui est incroyable, c'est que c'est surtout la première femme de l'histoire qui passe sous les 14 minutes, que ce soit sur piste ou sur route. On parle de 2,46 par kilomètre, 21,6 km/h, sachant que lors de cette course de 5 km où elle a battu le record, le premier homme, Mathieu Kipchoge, il lui met seulement 26 secondes. C'est pas beaucoup comme écart. Et Mathieu, c'est pas un touriste, il a déjà couru 27,50 au 10 km. Pire que ça, si on regarde le top français en 2024, et ben Béatrice, elle serait 14e au top français 2024 sur le 5 km route, ce qui est assez incroyable. Et juste pour vous donner ces splits qui sont hallucinants, elle fait le premier kilomètre en 2,46, le deuxième en 2,50, troisième 2,49, elle passe en 8,24 au 3000 et elle arrive à finir en 2,44 au 4e kilomètre et 2,46 au 5e. Vraiment un exemple de régularité et en plus elle arrive à finir fort. Et si on regarde l'évolution des records hommes-femmes sur 5 km route, et ben on se rend compte que les femmes, elles sont en train de vraiment plus progresser que les hommes et j'ai hâte de voir ce qui va se passer durant les prochaines années. 4e moment le plus marquant de mon top, c'est le record d'Europe par Étienne Daguinos. Je pense qu'il a choqué toute la France. Alors pour remettre un peu de contexte, le 27 octobre 2024, Étienne, 24 ans, il est dans la forme de sa vie et il fait le semi de Valence en 59,46, ce qui est déjà monumental. En gros, c'est le 3e meilleur performeur français derrière Julien Vanders et Morad Amdouni et c'est exactement le même chrono que Jimmy Gressier. Mais ça en gros c'est juste l'apéritif puisque 3 semaines plus tard, le 16 novembre, il va courir un monstrueux, un peu sorti de nulle part, on va pas se le cacher, 27,04 à l'Urban Trail de Lille. Alors c'est un parcours très roulant parce qu'il y avait déjà l'ancien record d'Europe qui avait été couru par Jimmy en 27,07. Lille, ça a la réputation d'être une course avec une ambiance de dingue, surtout quand les Français ils sont en avant. Et je vais pas vous en parler plus que ça parce que je suis en train de préparer une vidéo d'analyse sur la prépa tout simplement d'Étienne Daguinos avant ces 2 perfs qui sont incroyables. Il m'a donné accès à son Coros. Je pense que ça va être une très belle vidéo. À la 3e place du classement, une performance qui m'a particulièrement marqué parce que ça a été historique, un peu comme le sub 14 chez les femmes. C'est la performance de Ruth Chemnekich. Je prononce super mal, j'en suis désolé. Elle a battu le record du monde à Chicago et elle a fait 2h09,56. C'est la première femme de l'histoire à passer la barre des 2,10, sachant qu'entre 2003 et 2019, le record de Paula Radcliffe était en 2,15. Je sais pas si vous voyez le genre de saut qu'on a passé. À mon avis, c'est que le début. Comme les femmes, elles ont commencé, on va dire, le sport de haut niveau beaucoup plus tard que chez les hommes. Je pense que les femmes ont eu moins d'opportunités de course pendant toute leur vie pour plein de genres de raisons, comment la société est construite et tout. Et ben, je pense que les femmes vont être de plus en plus fortes et je pense que l'écart entre les hommes et les femmes sur à peu près toutes les distances, notamment sur le long, va se réduire de plus en plus et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer dans les prochaines années au marathon parce que 2h09 c'est monstrueux, mais imagine si un jour il y a un 2,8, 2,7, 2,6, ça va être complètement fou. On va pouvoir voir des femmes qui battent d'autres gars qui sont pros quoi, donc j'ai hâte de voir ça. À la 2e place de ce classement, c'est un fait marquant qui est un petit peu plus triste, même carrément triste, c'est la mort de Kelvin Kiptoum. Alors Kiptoum qui était le recordman du marathon, il est décédé dans un accident de voiture avec son coach qui est lui aussi décédé et avec une 3e personne qui a survécu. Kiptoum, c'était l'homme qui avait commencé son premier marathon à Valence en 2h01,53, c'était un énorme espoir évidemment, et ensuite à Chicago, il va faire le record du monde en 2h35, à ça de passer sous les 2 heures dans une course, on va dire différente de ce que Kipchoge avait pu faire à l'époque. Du coup, il a détrôné le plus grand marathonien de tous les temps, Kipchoge, les deux sont kenyans en plus, et à 24 ans, tragique, il décède dans un accident de voiture. Forcément, ça nous fait penser à la sombre histoire de Steve Prefontaine, qui était un des meilleurs coureurs américains, qui était lui aussi non seulement décédé dans un accident de voiture, mais qui était aussi décédé à l'âge de 24 ans. Je sais que le marathon de Chicago a fait 1 minute de silence pour Kiptoum, c'était un bel hommage. Et ensuite, on a entendu toutes sortes de théories du complot, allant de c'est Kipchoge qui a tout orchestré, ou même c'est ses sponsors chinois qui se sont vengés parce que Kiptoum n'avait pas porté son sponsor chinois et elle avait porté du Nike sur son record du monde. Alors faut savoir qu'au Kenya, la plupart des gens ne mettent pas leur ceinture. Du coup, quand un accident arrive, la plupart du temps, il est mortel. Puis pour avoir quand même pas mal été dans les Matatu et compagnie au Kenya, faut avouer que les gens ils conduisent plutôt vite. Du coup, c'est très triste, mais c'est pas non plus surprenant que quelqu'un ait pu mourir dans un accident de voiture. C'est juste un mauvais concours de circonstances. Et je pense que le truc qui a pas aidé pour Kipchoge, c'est que en fait, il l'a jamais félicité publiquement de ses records du monde. Et du coup, ça a alimenté certaines théories, comme je vous l'ai dit tout
tout à l'heure. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Kenya, les Kalenjin, dont on entend souvent parler, c'est un groupe ethnique qui est, on va dire, basé dans la région de la vallée du Rift, donc à peu près autour de là où on s'entraîne au Kenya. Et en fait, dans ce groupe ethnique, il y a plein de sous-tribus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Kipchoge et Kiptoum, ils appartiennent pas aux mêmes sous-tribus. Kipchoge, il va appartenir à la tribu Nandi, qui est plutôt une tribu dominante, alors que Kiptoum, apparemment, il serait plutôt dans la tribu Keyo, voire Marakwet. Et des fois, les tribus, elles s'entendent pas forcément pour plein de raisons différentes, notamment des fois qu'ils ont pas les mêmes langues, ou alors que historiquement, il s'est passé des choses. Et je pense que le décès de Kiptoum, ça a pu être un prétexte justement pour qu'il y ait un peu de chicane entre les tribus. Mais en tout cas, selon moi, la théorie du complot de sa mort n'a vraiment aucun sens. D'ailleurs, ce qui le prouve, c'est que Kiptoum, quand il a été retrouvé mort, il était complètement éjecté du véhicule, ce qui prouve qu'il avait pas sa ceinture, et du coup, on comprend un petit peu pourquoi il est décédé du choc. Et bref, pour finir sur une note un peu plus positive, mon numéro 1, c'est la victoire de Cole Hauker, qui a créé une énorme surprise lors de la finale des JO sur 1500 mètres. Alors vous vous en souvenez forcément, parce qu'on attendait tous Jacob comme premier, ou peut-être même Josh Kerr, il y avait vraiment cette rivalité entre les deux, et en fait, Hauker, qui est âgé de 23 ans, il a complètement devancé les favoris, notamment donc Josh Kerr et Jacob, dans les 200 derniers mètres. Non seulement il a gagné la médaille d'or, mais il a en plus fait un nouveau record olympique en 3:27:65, et ce qui était encore plus dingue dans cette course, et on a fait une vidéo là-dessus si vous voulez vous remémorer, mais c'est que Jacob avait pris le lead pendant très longtemps, une grosse partie de la course, et qui s'était fait kicker pour finir seulement 4ème, donc grosse déception pour lui. Du coup, doublé américain, puisque Nguzu fait 3ème, et c'était la première fois depuis 1912 que 2 Américains montaient sur le podium du 1500 mètres aux Jeux Olympiques. Et je me souviens d'une vidéo qui avait tourné sur Twitter où on voit ses parents qui sont complètement sous le choc quand Cole Hauker y gagne, parce que mine de rien, c'était pas le favori, et même si lui il y croyait, les chances étaient clairement pas en sa faveur. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu plus légère vous a plu. En tout cas, pour moi, 2024, ça a été une année de dingue, autant pour mes perfs que pour tout ce qui s'est passé dans le monde de l'athlétisme, de la course sur route ou même du trail, ça nous a vraiment tous régalé. Bref, je serais curieux de savoir quels sont les moments qui vous ont le plus marqué en 2024. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les machines.